Welcome back, chers auditeurs, livrevores et mangeurs de livres, pour la partie 2 des conseils de lecture estivaux. Alors, on s'était arrêté, je crois, à Edgar Rice Burroughs, donc on continue dans l'imaginaire. On n'a pas fini nos bibliothèques des CFFF. Bon, devant moi, j'ai le coffret Robert Laffont Dune. C'est peut-être un gros morceau pour l'été, mais vu qu'en plus, il n'y a pas longtemps que Dune 2 est sorti, là, en tout cas en Blu-ray, là. Quand même, Dune, c'est très important pour tout lecteur, mangeur de livres qui se respecte. Alors bien sûr, maintenant, il y a son fils, là, Frank Herbert, Brian Herbert et Kevin J. Anderson, qui ont fait les préquels et les séquelles de Dune. Mais je dois vous avouer que ça, j'ai jamais lu. Je m'en fous un peu. J'ai l'impression que c'est plus du commercial qu'autre chose. Après, c'est un avis qui n'engage que moi. Mais en tout cas, le cycle principal de Dune, qui comporte Dune, le Messie de Dune, les enfants de Dune, l'empereur Dieu de Dune, les hérétiques de Dune et la maison des mers, ça, il faut le lire une fois dans sa vie. Alors que peut-être ce sera un petit peu beaucoup pour tout un été, mais en tout cas, vous pouvez commencer par Dune, le premier. Et c'est vraiment fantastique. Moi, j'estime par exemple que déjà toujours confondu, c'est un must et que c'est un des meilleurs livres de tous les temps, mais en, en science-fiction, c'est ce qu'on appelle un univers livre, un livre-monde. Et notre ami Herbert, là, vous connaissez tous la genèse du bouquin, hein. C'est à la base, on lui a commandé une série d'articles sur des dunes dans le désert de l'Utah, je crois. Finalement, il n'a jamais terminé ses articles, mais ça lui a donné l'idée d'écrire Dune. Alors, il n'y a pas eu que ça, hein. Il s'est inspiré aussi pas mal du monde arabo-musulman. Et à la fin, je crois qu'il savait même parler arabe. D'ailleurs, justement, c'est marrant quand on regarde Dune, les Fremen, là, il reste pas grand chose de leur héritage oriental, hein, parce que quand on lit Dune, la langue des Fremen c'est l'arabe. Je pense que ça devait pas être trop politiquement correct à adapter au cinéma. C'est pas grave. En tout cas, Dune, cette planète Arrakis où on trouve l'épice, la substance la plus rare et la plus chère de l'univers, qui donne l'immortalité et qui permet de voyager à travers l'espace, eh ben c'est fantastique. Moi je l'ai lu au lycée. Euh, je l'ai dit une fois dans un podcast, en face du lycée il y avait une bibliothèque municipale qui était quand même super bien pourvue, maintenant je m'en rends compte avec l'âge, rétrospectivement. Et c'est le moment où je commençais vraiment à vouloir dévorer des livres. Et déjà à l'époque, je voyais bien que, à l'époque c'était en francs, hein. Acheter un livre 120 francs, c'est quand même chaud. Donc j'ai commencé à devenir un rat de bibliothèque, comme on dit. Et un des premiers cycles de SF que j'ai eu de la chance, c'était Dune, dans la collection Ailleurs et Demain, là, argentée, de Robert Laffont. Et ce qui m'a tout de suite plu dans Dune, c'est que déjà à la différence de plein d'autres conseils que je vous ai donnés, là c'est vraiment du world building, là c'est vraiment un créateur de monde, et pas qu'un peu. Mais en réalité, ce qui était cool, c'était qu'il y avait plusieurs facettes dans ce bouquin, déjà juste dans le premier Dune, quoi. Il y avait bien sûr le côté médiéval du futur, le fait que ce soit un système féodal, soit un empereur et ses vassaux qui chacun sont maîtres d'une ou plusieurs planètes. Et c'était l'éternelle rengaine divisée pour mieux régner. L'empereur, il avançait ses pions. Donc il y avait déjà toutes ces intrigues de cours, de palais, ces complots entre les Atrides et les Harkonnen. Déjà juste le nom des Atrides, hein, c'est des Atreides, je veux dire, ben justement, ça fait référence aux Atrides, hein, dans la littérature grecque. Et il y avait le Bene Gesserit, là. C'est une trouvaille de fou. Par exemple, justement, c'est un des reproches que j'ai avec l'adaptation de Villeneuve, de Dune, là. Parce que autant on peut dire que c'est bien réalisé, qu'au niveau des effets, de la photo, tout ça, c'est super, mais il a coupé trop de choses, quoi. Je veux dire,
Rebecca Ferguson, là, celle qui joue Jessica. En plus, moi, c'est une actrice que j'aime bien. Mais ils lui ont rien donné à manger. Je veux dire, Jessica, dans Dune, c'est pas ce qu'on voit dans le film, quoi. Je me rappelle d'une scène du début de Dune, justement, quand on le lit, où elle apprend à son fils, alors qu'elle n'a pas le droit, justement, les rudiments, des techniques Bene Gesserit, et il a les mains enfermées dans une boîte et il doit se les imaginer en train de brûler et en train de se régénérer pour apprendre le contrôle de ses émotions. Et plein d'anecdotes comme ça, ou même son père, le duc, là, pour ceux qui ont vu le film, il meurt au bout de 5 minutes. Bah, son père, c'était pas ça non plus dans le bouquin. Tout ça pour dire que c'est un des bouquins les plus riches et les plus denses que j'ai lus, que les personnages innombrables qu'il a créés, du premier au dernier, sont tous construits de manière parfaite. Notre ami Duncan Idaho, là, qui est joué par Aquaman dans le film, là, pareil, c'est une trouvaille ce personnage. D'ailleurs, on le retrouve dans d'autres tomes en tant que clone. Et bref, s'il n'y a qu'un livre de SF que vous devez lire dans votre vie, bah c'est celui-là. Ouais, sincèrement, vraiment, c'est le chef-d'œuvre absolu de la science-fiction, Dune. Alors bien sûr, lire Dune tout seul, sans lire la suite, c'est un peu dommage. Mais après moi, franchement, j'ai jamais trouvé que ce soit difficile à lire. Je vous dis, je l'ai lu quand je l'étais au lycée, donc et c'est pas pour me la jouer. C'est super accessible, surtout quand on aime justement des univers complexes un peu et justement des livres-mondes. Et justement le fait que ça mêle en même temps une civilisation intergalactique, mais en même temps une société féodale et qu'il y ait des rebondissements, que au début ce soit un vrai planète opéra et qu'il y ait une évolution ensuite de pôle jusqu'à ce qu'il devienne le Messie de Dune justement. Bah, en tout cas pour moi à l'époque c'était vraiment original comme idée, comme histoire, et ça l'est toujours. On le relit, et en plus c'est le genre de livre qu'on relit plusieurs fois dans sa vie. Et à chaque fois on trouve de nouvelles choses parce qu'en grandissant et en ayant un background culturel plus important, bah, on voit justement les influences, les différentes touches que Herbert a apporté à ce cycle. Et franchement, il faut le lire. Il faut le lire. Donc, bon, je vais pas vous répéter ça ad nauseam, mais c'est le premier conseil du soir. Ensuite, à côté, on est toujours dans... Ah oui. Ah. Mon regard a été attiré par un omnibus de Michael Moorcock. Alors pareil, c'est un ancien Moorcock. Alors c'est vrai, en ce moment, à part deux trois trucs, je vous parle surtout de, entre guillemets, vieux bouquins. Mais bon, c'est en même temps, hein, la découverte de livres, c'est ça aussi. Et je vois donc le cycle d'Elric. Alors Michael Moorcock, c'est un Anglais qui a commencé à écrire il a fait partie de ce qu'on appelait la New Wave en Angleterre. Il a commencé dans des magazines et puis, ensuite il s'est affirmé. Il a eu du succès justement avec ces personnages de Moorcock, de Hawkmoon, d'Erekose, de Corum, qui sont les quatre facettes de ce qu'il appelle le guerrier éternel. Mais son cycle le plus connu, c'est le cycle d'Elric. Il y a 9 volumes, je crois. Et sincèrement, pareil, hein, c'est... alors bien sûr, vous pouvez lire juste le premier, hein, Elric de Melniboné, hein, ou je crois que c'est le navigateur sur les mers du destin, le premier. Alors, une seconde, je vérifie. Hop là. Le premier, c'est Elric des Dragons. Voilà, le premier, c'est Elric des Dragons. Ensuite, il y a la forteresse de la Perle, le navigateur sur les mers du destin, Elric le nécromancien, la sorcière dormante, la revanche de la rose, l'épée noire, le dernier enchantement, Stormbringer et Elric à la fin des temps. Donc ouais, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais juste si vous prenez Elric des Dragons, bah, ça vous raconte les origines d'Elric. Qui c'est Elric? C'est une espèce d'elfe, à la différence de plein de héros de fantasy qui sont costauds et valeureux. Elric, en fait, c'est un prince de Melniboné, d'une race quasi elfique, on va dire, et
qui en réalité est assez chétif. C'est un albinos qui a pas trop envie de batailler, hein. Et normalement, il doit hériter du trône. Mais justement, il y a une intrigue justement de palais, comme dans Dune. Et il va être jeté sur les mers du destin. Et moi, quand j'étais au lycée, j'entendais parler d'Elric beaucoup. Et à un moment donné, j'ai découvert une librairie à Paris qui doit encore exister, qui s'appelle Encre de Chine. Si vous êtes dans les environs de Montmartre, le libraire, là, Sébastien, c'est un vrai. C'est un vrai libraire de SF fantasy. Et je sais plus comment j'avais atterri dans cette librairie, puis je me suis lié d'amitié avec le libraire, et puis j'ai acheté deux trois bouquins, et puis j'ai repensé à Elric, on en a parlé, il m'a dit tiens, et ce qui est fantastique, c'est que je vous ai énuméré les titres des différents volumes, et c'est très rare, mais ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Il n'y en a aucun de mauvais. Et c'est super rare dans un cycle de SF ou de fantasy. Et comme je vous disais, si on élargit la focale, notre ami Moorcock là, euh, en fait donc c'est des œuvres de jeunesse hein, quasiment. Elric, Hawkmoon, Eric Ozé et Corum. Parce qu'en fait après, vers la fin de sa carrière, bon il est toujours vivant, hein, il se fait vieux, mais il a commencé à vraiment entre guillemets se prendre pour un vrai écrivain et c'est devenu chiant. Euh, je sais plus, le Chalandor ou des trucs comme ça, enfin si vous en avez entendu parler. En tout cas à mon humble avis. Et à l'époque où il était complètement drogué et où il devait payer son loyer à tout prix, ou parfois Dixit, l'auteur, hein, où il finissait un bouquin sur le trône des toilettes complètement stone parce qu'il avait plus d'oseille, et ben paradoxalement ça a donné ses meilleurs bouquins. Et donc si on élargit la focale, je vous dis par exemple à Elric, il fait partie d'un quatuor de livres, là, Hawkmoon, Elric, Corum et Eric Ozé, qui sont en fait le même personnage mais à des époques ou dans des mondes différents, qu'on appelle le chevalier éternel. Après, c'est pas du tout obligatoire de tout lire, hein, même dans tout Elric ou les autres avatars du héros éternel, mais du guerrier éternel. Mais en tout cas, ils sont tous bons. Les quatre euh, les quatre facettes de ce guerrier. Et moi, mon préféré, c'est Corum, donc je vous le conseille aussi. Mais en tout cas, je vois là, en discutant parfois avec des fans de genre, que Moorcock est de moins en moins connu, malheureusement. Et je pense que c'est dommage. Je pense que il gagnerait à retrouver sa célébrité d'antan. Donc je vous conseille. Et là, par contre, pour des lectures d'été, c'est parfait. Ça se lit vite. C'est fun, c'est cool. Il y a de l'humour. Et c'est de la pure aventure. Donc c'est disponible en omnibus si vous voulez lire tout le cycle. Et ça se lit vite aussi. Et c'est disponible en poche. Je crois même que ça a été réédité il n'y a pas longtemps chez Press Pocket. Ça vaut pas très cher. Donc bah, finalement, je vous conseille les quatre, hein. Et il y a un autre cycle de Moorcock, pendant qu'on y est, qui s'appelle le cycle du guerrier de Mars. Et dans le podcast précédent, je vous ai parlé d'Edgar Rice Burroughs, qui avait créé le fameux John Carter et son cycle de Mars. Et Moorcock comme plein d'autres auteurs de SF, en fait, était super fan de Burroughs, et comme plein d'auteurs, comme Brackett par exemple, comme plein d'autres, s'est essayé d'abord au pastiche de Burroughs. Et donc il a créé Michael Ken, un, un héros qui se retrouve sur Mars et à qui il arrive des tas d'aventures, et à un moment donné qui revient sur Terre alors qu'il doit absolument rester sur Mars parce que la princesse de Mars qui est devenue l'amour de sa vie est en danger, il doit absolument y retourner. Et il y a trois volumes dans le cycle, c'est un omnibus pareil, et ça franchement c'est super fun. C'est super super fun. Je l'ai relu il y a pas longtemps et ça n'a pas vieilli, c'est toujours aussi bon. À la limite, vous n'avez pas envie d'Elric et d'un elfe un peu mélancolique, là vous pouvez voyager avec Michael Caine sur Mars. Et, là c'est une vraie lecture de vacances. Moi je me rappelle que je l'avais emmené au ski, genre quand j'avais 20 piges. Et il y a eu même un jour où mes potes sont devenus fous, ils m'ont dit viens, viens. Et j'ai dit non, 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 je vais pas skier, je m'en fous.
je m'en fous, je finis. Je finis le cycle de Michael Caine. Et ils m'ont dit t'es cinglé. T'es le seul mec qui vient au ski et qui lit des bouquins de science-fiction. Ah bon, j'étais déjà un mangeur de livres. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, il y a Clifford T. Simak juste à côté. Alors, Clifford Simak, quand j'ai commencé à lire de la SF, c'est un nom qui revenait souvent, parce que bah, dès qu'on s'intéresse un peu à la SF, on le voit partout. Ah ouais, d'innombrables poches, des omnibus lui aussi. Et il y avait un bouquin qui s'appelait Demain les chiens. Alors je vous avoue que moi le titre, m'a jamais vraiment attiré. Mais à force de côtoyer des fans de SF, des libraires et tout ça, je me suis rendu compte que c'était vraiment un classique et que, à la différence de plein d'autres bouquins d'autrefois, il continuait à se vendre encore régulièrement, en tout cas en occasion, chez les libraires spécialisés. Donc un jour je me suis dit, bah écoute, quand même, c'est un, c'est un daron de la SF, je suis obligé de le lire. Et j'ai lu Demain les chiens. Et Demain les chiens, c'est véritablement un classique de la SF. Tout fan de SF et même tout fan de bouquins plus largement parlant se doit d'avoir lu une fois dans sa vie Demain les chiens. Même si le titre est pas très ragoûtant. D'ailleurs, je pense que le titre en anglais n'est pas le même. Et c'est quoi Demain les chiens en fait? C'est euh, une humanité qui a commencé à essaimer dans l'espace et sur Terre, en fait, il reste les chiens que, qui étaient les serviteurs des hommes autrefois. Et même à un moment donné, je crois que les hommes les ont un peu augmentés pour que ce soit presque des androïdes. Bref, ils se rappellent de l'époque où les êtres humains étaient encore sur Terre. En fait, ils nous racontent. Et ce qui est fort dans ce bouquin, qui est pas très gros, hein, c'est qu'il aborde quasiment tous les grands thèmes classiques de la SF. De justement la colonisation du système solaire, les robots, l'automatisation de la vie moderne, la quête d'immortalité. Il aborde les êtres interdimensionnels. Sincèrement, et pourtant c'est vraiment un petit poche, hein. Et je comprends pourquoi c'est devenu un classique instantanément. D'ailleurs, c'est le bouquin de Simak qui se vend le plus, enfin qui s'est le plus vendu et qui se vend toujours le plus. Et ça, pareil, pour une lecture de plage, vous pouvez même le lire en une après-midi si vous rentrez dedans. C'est un vrai bon bouquin. On continue? Alors, laissez-moi un petit peu regarder. Comme je vous ai dit que je faisais le tour avec vous de ma bibliothèque. Ah ouais. Alors, c'est encore un ancien, je suis désolé. Henry Rider Haggard. Qui est Henry Rider Haggard? Bah, c'est un des anciens, un anglais. Et du début du 20e et même fin du 19e, c'est un des premiers à avoir écrit des romans d'aventure de fou. Et vous connaissez tous Alan Quatermain. Alan Quatermain et les mines du roi Salomon, les aventures d'Alan Quatermain. Et ben c'est lui qui a écrit ça. Et il y a quelques années, là, c'était disponible chez Neo, je vous en avais parlé dans le précédent podcast. À un moment donné, il y avait aussi chez Robert Laffont dans la collection bouquins, il y avait un cycle de Rider Haggard. Et il y a pas très longtemps, là, 4-5 ans, les éditions Omnibus ont ressorti justement un omnibus des aventures d'Alan Quatermain. Et bah, si vous voulez vous plonger dans un des premiers, des précurseurs du roman d'aventure, en fait, Haggard, à la limite, ce serait un Alexandre Dumas anglais. Nous, on a eu Alexandre Dumas avec les Trois Mousquetaires. Et bah, lui, il a fait un peu la même chose, sauf que c'est des aventures outre-mer, on va dire. C'est toujours des explorateurs. Et il en a écrit des tas, hein, des tas. Bien sûr, les plus connus, c'est celle de Quatermain. Alors malheureusement, c'est jamais disponible en poche, ça. Mais par exemple, Terre de Brume. Je sais pas si vous connaissez cette édition. Les éditions de Terre de Brume, justement, ils se font un devoir d'éditer tous les anciens, du fantastique surtout. Mais ils ont fait rentrer Rider Haggard dedans parce que justement dans les aventures d'Alan Quatermain, il y a ce qu'on appelle un des volumes, c'est l'épouse d'Alan. Et ça s'est aussi appelé She. Alors on rentre un peu dans le fantastique africain. C'est pour ça que Terre de Brume a réédité ses œuvres. Et donc si vous ne trouvez pas l'omnibus,
Je sais qu'en ce moment, Terre de Brume, ils rééditent pas mal de bouquins qu'ils avaient édités au début. Et d'ailleurs, ils en ont même édité un nouveau, de lui que j'avais jamais vu, que j'ai acheté il y a pas longtemps, qui s'appelle Mamida ou Mamila, un truc comme ça. Pareil, ça se passe en Afrique. Et bah, c'est fantastique, les gars, hein. C'est de la vraie aventure à l'ancienne. Donc, je vous le conseille. Continuons. Ah bah, en SF, je suis obligé de vous parler de notre ami Edmond Hamilton quand même. Là, si je vous avais pas proposé ce livre en conseil d'été, bah, j'aurais été obligé d'arrêter, hein. Je me serais fait virer du podcast. Alors Edmond Hamilton, je vous en ai parlé souvent dans les podcasts. Lui, c'est un mec de l'âge d'or, vraiment, c'est un ancien. Il est né, je crois, en 1912. Il a été marié à la très grande autrice Lee Brackett, euh, celle qui a fait le scénario de l'Empire contre-attaque. Et il a créé un petit diptyque qui s'appelle Les Rois des Étoiles. Alors c'est Le Roi des Étoiles et Retour aux Étoiles. Alors vous pouvez lire les deux, vous pouvez lire juste le premier. Mais en tout cas, Les Rois des Étoiles, c'est quoi? C'est un mec lambda, un Américain, qui par un concours de circonstances se retrouve propulsé dans une guerre intergalactique, où comme d'habitude, il est avec la princesse et il essaye de sauver la galaxie du très méchant Shorkan. Et Shorkan, c'est peut-être le meilleur vilain de l'espace jamais créé. Juste pour lui, il faut lire ce livre. Et ça se lit très vite, c'est super fun. C'est du space opéra pur jus, comme les pères de la SF ont su l'inventer. Et ça, vraiment. Pareil, je connais personne qui a lu ce livre et qui a dit que c'était pourri. Même les mecs qui aiment pas la SF, même. C'est du pur sense of wonder. Et si ça vous plaît, vous pouvez lire la suite qui s'appelle Retour aux étoiles. D'ailleurs, chez J'ai lu, ça n'existe plus en 2 volumes, justement, ils ont fait en poche une intégrale des deux. Donc pour vous dire que c'est pas très gros. Et c'est une vraie lecture d'été. Ah, franchement, vous pouvez pas vous tromper. Donc voilà, pour la SF, on continue encore un petit peu pour la SF ou on s'arrête là? Regardons ce qui reste. Enfin, quand je dis la SF. Ah oui, tout à l'heure, je vous ai parlé de Dune au début. Et je vous ai dit que dans la catégorie des livres mondes, c'était ce qu'il y avait de mieux. Et justement, dans le même genre de bouquin, à l'époque, je me rappelle, j'avais lu ça quasiment à la suite, ces 3 grands cycles. Et il y a le cycle, bon, c'est 2 cycles qui suivent, mais en fait, ça constitue pardon, un cycle à part entière. C'est Dan Simmons avec Hyperion et Endymion. Et ça, c'est incroyable, c'est le Dune des années 90, quoi. Par contre, là, bah, comme Dune à la limite, mais peut-être un peu plus, ça fait mal à la tête. C'est le genre de lecture qui demande quand même des efforts. Et pour aller jusqu'au bout, il faut s'accrocher. Mais c'est fabuleux. D'ailleurs, Dan Simmons, c'est avec ça qu'il est devenu célèbre, c'est avec ça qu'il a fait sa fortune. Et c'était avant qu'il devienne un peu fou et d'extrême droite. Mais c'est un cycle fantastique. C'est un cycle fantastique. Donc si vous avez un peu de temps cet été et que vous avez le courage de vous lancer dans une lecture ardue, Hyperion. Et en plus, comme je vous dis, ces 2 cycles qui suivent, vous pouvez lire Hyperion et arrêter un peu et lire Endymion, même plusieurs mois après. Et le 3e cycle du même genre, enfin du même genre, en tout cas dans le type de roman univers, c'est un cycle qui est particulièrement cher à mon cœur. C'est un auteur qui s'appelle Philippe Joseph Armer, pareil, un ancien, un des maîtres de la SF, qui est mort il n'y a pas très longtemps, hein. Une dizaine d'années je crois. Et peut-être un peu plus. Mais en tout cas, qui, euh, qui a vécu vieux. Et c'est le cycle du fleuve. Alors le cycle du fleuve, je sais que Mnemos là, euh, a ressorti cette intégrale, enfin ce cycle sous forme d'intégrale gigantesque. Parce qu'ils ont une collection là, ils font des grosses intégrales. Bon après c'est un petit peu compliqué à lire parce que c'est un seul volume et dedans il y a 6 bouquins. Et sinon ils sont disponibles en poche tout le temps.
où il y avait un coffret chez Ailleurs et Demain, justement, sur Robert Laffont, où il y avait 3 livres par bouquin. Et c'est quoi le cycle du fleuve? C'est une idée un peu saugrenue. Un jour, là, à la fin du XXe siècle, tous les êtres vivants se situant sur la planète Terre sont téléportés sur une autre planète, le monde du fleuve. Et pourquoi le monde du fleuve? Parce qu'il y a un fleuve gigantesque qui fait toute la planète, et sur les 2 rives de ce fleuve sont téléportés donc les habitants de la Terre, et sinon il y a juste 2 rives et des montagnes à chaque fois. C'est comme si c'était une espèce de vallée infinie, et les gens sont là, et par millions. Et ce qui est marrant, c'est que en c'est pas juste les habitants de la Terre à un moment T, c'est les habitants de la Terre depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a en même temps Jésus, euh, euh, Mark Twain, des nazis, euh, un extraterrestre qui se trouvait là à ce moment-là parce que c'était le premier contact avec l'humanité, euh, le super explorateur Richard Francis Burton. D'ailleurs, je remercierai toujours Philippe Joseph Farmer de m'avoir fait découvrir cet explorateur, parce qu'après j'ai lu ces bouquins justement qui sont fantastiques, dont je vous parlerai plus tard. Et donc c'est la quête de Burton et de ses amis pour comprendre ce qu'est le monde du fleuve et qui les a mis là. Et c'est incroyable, c'est échevelé, ça s'arrête pas, ça vous laisse pas souffler, et vous pourrez jamais deviner comment ça se termine, et comment c'est 1000 idées à la seconde, et ça se mange. Vraiment là, pour le cas, c'est vraiment le cas de le dire, c'est un livre pour mangeurs de livres, parce que ça se dévore, ça s'avale tout cru. Donc là, par exemple, pour l'été, c'est super. Si vous les prenez en poche, par exemple, c'est des petits poches, vous pouvez en lire un tous les 2 jours, tous les 3 jours, ça vous fait vos vacances, et ça sera un super souvenir. Ensuite, on passe à la fantaisie. Enfin, c'est toujours les mêmes étagères, hein. Bon, allez, quand même, vous devez sûrement connaître, hein, notre ami Robin Hobb. Robin Hobb, c'est une des plus grandes vendeuses de fantaisie de tous les temps. Elle est connue pour son cycle de l'Assassin Royal. Et en fait, il se divise en plein de sous-cycles, hein. À chaque fois, c'est des trilogies ou des. Alors, en France, en poche, malheureusement, ils ont fait le même coup que pour quasiment tout le monde, hein, comme pour La Roue du Temps, Trône de Fer. Et, en poche, ils ont coupé les volumes américains en 2 ou 3. Donc, par exemple, ce qui était une trilogie se retrouve à être 9 volumes ou 12 volumes en français. Mais l'avantage, c'est que les éditions que j'ai lues là ont sorti les volumes originaux, en appelant ça des intégrales. Les volumes originaux, pardon. Et donc, je ne saurais que vous conseiller le cycle de l'Assassin Royal. Alors, si vous les achetez en petite intégrale, là, parce que c'est du semi-poche, l'Assassin Royal, il y a l'Assassin Royal première époque, deuxième époque, et voilà en fait pour le premier. Excusez-moi, je suis en train de regarder en même temps. Parce qu'en réalité, euh, c'est un immense cycle qui se compose de sous-cycles. Il y a le cycle de l'Assassin Royal, où il y a 2 trilogies, je crois. Et là, récemment, elle a sorti Le Fou et l'Assassin. Et il y a un autre cycle qui se trouve dans le même monde, mais pas au même endroit. C'est Les Aventuriers de la Mer et la Cité des Anciens. Alors, il y a plein de gens qui sont perdus au début, mais il faut pas se prendre la tête. Vous pouvez rentrer par n'importe quel bout, parce qu'en réalité, même si c'est relié, euh, c'est pas grave. C'est pas non plus une condition sine qua non d'avoir tout lu avant, tout lu après. Vous pouvez commencer soit par Les Aventuriers de la Mer, soit par l'Assassin Royal. Moi, j'avais commencé par Les Aventuriers de la Mer, par exemple. Mais l'Assassin Royal, c'est le début original. Donc, si ils sont disponibles, je vous dis, en intégrale, et c'est ça qui est cool. Donc, vous prenez un volume. Le premier cycle, donc, c'est en 2 tomes, première époque et deuxième époque. Et c'est nickel. C'est volumineux, c'est copieux, mais c'est de la vraie fantasy classique, quoi. Donc, pour l'été, franchement, sur la plage, ça vous fait un été, hein. Vous prenez juste un tome là, et ça vous fait l'été.
et c'est fun. Et pareil, c'est un des fans favorites de la fantasy. Je crois qu'on a fini pour la fantasy, ou peut-être pas, hein. Peut-être pas, peut-être pas. Ça continue. Euh, Ah oui, oui, quand même, il faut que je vous parle de ça aussi. Pareil, c'est un mec qui est super pas connu du tout en France, à part des vieux, qui s'appelle Fred Saberhagen. Alors, il est connu de certains lecteurs parce que dans Pocket Terror, autrefois, il avait fait des variations sur le thème de Dracula. Alors, moi, ceux-là, je les ai pas lus. Ah, puis, apparemment, c'est du bon parce que Dracula, vous savez, tout, c'est comme Sherlock Holmes. Les apocryphes, il y en a 1000, et il y a à boire et à manger. Mais lui, apparemment, il avait tiré son épingle du jeu. Et moi, ce que j'ai lu de lui, c'est ce qu'on appelle les Berserkers. Alors, rien que le titre. Et c'est une saga spatiale, space opéra, en même temps space opéra, en même temps militaro-spatial. Et c'est chez La Talente, en 2 volumes. Par contre, ça, c'est vrai que c'est dur à trouver. C'est vraiment dur à trouver. Mais si vous tombez dessus, bah, c'est original parce que ce mec, Fred Saberhagen, déjà, il a pas écrit beaucoup. Et bah, c'est un petit cycle à part en fait dans le monde de l'ASF. Et ceux qui connaissent aiment. Alors pareil, hein, c'est en 2 volumes, mais en réalité, c'est chaque volume, il y a 2 ou 3 romans dedans. Donc c'est une histoire de guerre spatiale. Vous pouvez y aller doucement, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout lire d'un coup. Mais en tout cas, c'est original et ce côté un peu rareté là, euh, ça donne envie de le lire en réalité, parce que moi, bah, j'en avais entendu parler pendant longtemps et j'étais jamais tombé dessus. Et quand finalement j'ai chopé les 2 volumes de chez La Talente, là, bah, j'étais content de me plonger dedans. Après, c'est vrai que pareil, hein, on met un peu de temps à le lire, hein, ça se mange pas tout seul. Mais c'est bien, c'est même très très bien. Et juste à côté, en fait, il y a un truc qui est encore mieux, un truc qui est vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est notre ami qui a écrit Terminus les étoiles. Est-ce que vous connaissez Terminus les étoiles? Ça vous dit quelque chose? Non, je suis sûr que ça vous dit rien du tout, parce que personne connaît. Et c'est notre ami Alfred Bester. Alfred Bester, il a écrit Terminus les étoiles. Et c'est un peu un roman mythique dans la SF. C'est de l'aventure spatiale, haletante. Et en même temps, je pense qu'il a inspiré plein d'auteurs après, parce que quand on lit ce bouquin, on se rend compte que même au cinéma, certains réalisateurs ont pris des petites touches. Par exemple, je sais pas si vous avez vu les chroniques de Riddick, là, avec notre ami Vin Diesel. À un moment donné, il se retrouve sur une planète qui s'appelle Crematoria, où il est dans une prison, il peut pas sortir parce que, en fait, dès qu'il sort à la surface, le soleil de la planète brûle la surface et on peut pas s'échapper, alors que dans la prison en elle-même, on voit rien. Et bah ça, c'est un truc qu'il y a dans... Parce que Terminus les étoiles, comme pour plein de bouquins de cette époque, parce que c'est un ancien aussi, Alfred Bester, là, c'est vraiment un podcast sur les vieux de la vieille. Mais en fait, c'est une aventure intergalactique. Un mec qui se fait courser pendant tout le bouquin et qui, qui essaye d'atteindre son but et qui parfois se retrouve en prison, parfois est poursuivi par 1000 types de personnes différentes, que ce soit les autorités ou des pirates ou d'autres aventuriers comme lui. En fait, c'est haletant, ça s'arrête jamais. Mais euh, c'est pas juste de l'aventure gratuite. Euh, c'est déjà, il y a un côté suspense qui fait que c'est un page turner. Et le personnage qui crée, l'univers qui crée, Alfred Bester, bah, ça donne super envie, quoi. On rentre dedans, on est immergé. Et je crois qu'on peut même le lire d'une traite. Je crois que je l'avais lu d'une traite à l'époque. Je crois que je l'avais lu d'une traite à l'époque. Et ce qui est marrant, c'est que en France, en tout cas, on a eu que 2 ou 3 livres de lui. Je me rappelle avoir lu Les Clowns de l'Éden de lui. Et je crois que chez De Noël, il y avait eu une espèce d'omnibus. Vous savez, chez Lune Noire, où il y avait eu. C'était ça, c'était Terminus les étoiles. Et c'était quoi l'autre bouquin qu'il y avait avec tiens, j'ai un petit trou. Parce que j'ai que le poche devant moi et il faut que je retrouve
Omnibus. Ouais, j'y arrive pas. Bon, en tout cas, c'est Terminus les étoiles qui est le meilleur de ces livres. Ouais, je m'égare un peu. Je vous avoue qu'il est 4 heures du mat là, et je commence un petit peu à fermer les yeux. Donc, ce sera peut-être pas aussi long que le premier, la partie 2. Et je sens en plus que quand je suis dans cet état-là, je dois pas être super agréable à écouter. Donc, allez, un dernier conseil de SF. John Norman, le dernier de Gore. Alors ça, pareil, c'est un truc maintenant qui est super dur à trouver. Il avait été édité avant chez J'ai lu dans 1000 éditions. Il y a peut-être 18 ans, 16-18 ans, un truc comme ça. Ils avaient refait une tentative, j'ai lu, ils en avaient ressorti 6 d'un coup, les 6 premiers. C'est à cette époque-là, moi, où j'ai commencé à les lire. Et sinon, chez Opta, CLA, ils en avaient sorti une quinzaine. En tout cas, bref, comme d'hab, hein, dans ce genre de cycle, c'est pas grave si vous lisez pas tout. Comme je vous l'avais dit pour plein d'autres cycles, souvent les 3 premiers, ça forme un tout. Et c'est souvent ceux-là qu'il faut lire. Et il y a le Tarnier de Gore. Ah, ouais, il est vraiment tard. En tout cas, commencez par le Tarnier de Gore et après ça suit. Il y a les Prêtres Rois de Gore, c'est le troisième, et le deuxième entre les deux. Ouais, c'est quoi déjà? Comme par hasard. Et le Tarnier de Gore, mais le reste. Bon, bref. Ouais, c'est vraiment tard. Bref, John Norman, le Tarnier de Gore. Ce qui est marrant dans ce cycle, c'est que John Norman, c'est un prof de littérature à Harvard ou à Stanford, je sais plus. Et il a étonné tout le monde à l'époque où il a écrit ce cycle parce que ça n'a rien à voir avec son univers littéraire d'origine. Et en tout cas, aux États-Unis, ça fait 30 ans ou 40 ans que ce cycle se vend tout le temps. Ils en ressortent encore, ils font des omnibus. J'ai vu une fois là que c'était même sorti en e-book et que ça marchait. Et je crois d'ailleurs que Brajlon les avait ressortis en e-book. Et je crois qu'ils avaient tout sorti pour une fois. C'est quoi le pitch? Un mec qui s'appelle Tarl Cabot, qui vit sur Terre, qui a jamais connu son père, enfin, qui a disparu, son père a disparu quand il était jeune. Il a un peu la rage à cause de ça. Et un jour, il lui arrive la même chose que son père, il disparaît et il se retrouve sur une espèce de contre-terre, donc qui est de l'autre côté du soleil et qui tourne autour du soleil pareil, donc à égale distance. Et sur cette terre, en fait, il y a ce qu'on appelle les prêtres rois qui font des voyages d'acquisition, c'est-à-dire qui viennent sur terre s'approvisionner en êtres humains et créer des sociétés. Alors, ça fait des siècles qu'ils font ça. À un moment, ils ont pris des Vikings, ils ont pris des Indiens, ils ont pris plein de sociétés différentes et ces sociétés s'épanouissent à nouveau sur Gore, parce que cette contre-terre s'appelle Gore. Et il y a juste une seule règle sur cette contre-terre, les prêtres rois interdisent qu'on fabrique des armes à feu. En compensation, ils laissent l'humanité euh, explorer plein de domaines scientifiques. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont inventé les sérums de stabilisation. C'est en fait des sérums de quasi-immortalité. Et donc, en même temps que ces sociétés se créent et parfois restent figées au même moment où ils les ont prises, d'autres évoluent. Et il y a certaines cités-États, dont Koroba, où le père du héros avait été kidnappé et est devenu une espèce de lord. Et lui aussi est kidnappé et arrive à Koroba. Et donc, il retrouve son père, il est content, son père lui apprend les règles. Et ça va devenir un planète opéra, une terre d'aventure. Et pourquoi le Tarnier de Gore? Parce que sur cette planète, il y a ce qu'on appelle des tarnes, des espèces d'aigles géants. Et quand on est tarnier, c'est qu'on est devenu un chevaucheur d'aigle, en fait, un pilote d'aigle. Et lui, il va devenir un tarnier. Et comme dans tout bon planète opéra qui se respecte, bah, il va devoir affronter des vilains, des pas beaux, trouver une princesse dont il sera fou amoureux. Il va essayer de découvrir le secret des prêtres rois. Et c'est très 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 bien. Alors, par contre, ça, c'est un peu dur à trouver, je vous l'avoue. Bon, sur internet, vous le trouverez. Et pas très cher en fait. Mais voilà, c'est avec ce conseil de lecture que je finis ce podcast. Désolé d'avoir été un peu
euh, dans les vapes. Je pensais que j'aurais un peu plus de patates à cette heure-là, mais en fait non. Je vous ferai certainement encore 2 ou 3 parties de conseils littéraires et avec un peu plus d'énergie. À bientôt les mangeurs de livres.